Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes mercredi 13 septembre 2017. Les étudiants de l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey ont bloqué ce matin les différents passages qui mènent au niveau de l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey, notamment le premier pont sur le fleuve Niger à Niamey. Ils entendaient ainsi protester contre la non-satisfaction des différentes revendications des scolaires nigériens de façon générale et des étudiants à l'université de Niamey particulièrement de la part des autorités en place. Le point avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ismaël Moumouni. Fustiger le laxisme des autorités qui tardent à satisfaire leurs requêtes, motif qui a amené ces étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey à barricader avec leur bus la voie menant du rond-point Kennedy au rond-point Rive Droite. Nous avons eu à rappeler à plusieurs reprises aux autorités politiques et aux autorités académiques la situation dans laquelle nous nous trouvons et pour laquelle nous ne pouvons pas continuer à observer un œil bienveillant. Vous prenez la situation sociale, elle est marquée par aujourd'hui des arriérés de bourses qui n'ont pas été payées jusqu'à preuve du contraire. À l'heure où je vous parle, la bourse d'avril même juin n'a pas été payée. La bourse de vacances n'a pas été payée. Par rapport aux chantiers qui sont en cours à l'université de Niamey, aujourd'hui des étudiants sont obligés de s'accrocher à des fenêtres, tout comme à l'image des margouillas, d'autres à l'image des criquets pour pouvoir prendre le cours. Pourtant, il y a des chantiers qui sont là en cours à l'université de Niamey et qui tarde à être finalisé. Ça fait aujourd'hui 6 ans, voire même 7 ans pour d'autres chantiers, pour finir une salle de cours, pour finir un amphithéâtre. Nous considérons que ça c'est une insulte vis-à-vis de l'étudiant nigérien à l'université de Niamey, c'est une insulte vis-à-vis de la nation et par conséquent nous ne pouvons pas continuer à observer cette léthargie constatée par rapport à la question des chantiers, des infrastructures au niveau de l'université de Niamey. Le problème académique aujourd'hui à l'université de Niamey, c'est pratiquement un désordre et un cafouillage total. Dans toutes les facultés, c'est un retard légendaire, irrattrapable par rapport à la situation au restaurant de l'université Abdou Moumouni. Aujourd'hui, vous faites un tour là-bas, vous allez retrouver que le magasin est pratiquement vide. Aujourd'hui, les étudiants sont en train de reprendre les activités académiques. Il n'y a pas de quoi les nourrir. Les restaurants, il n'y a pratiquement rien dans les magasins. Nous ne pouvons pas observer cette situation. Les étudiants comptent aller au niveau supérieur tant qu'ils n'ont pas eu gain de cause. Et nous avons été clairs avec les autorités académiques pour qu'on puisse gérer ces problèmes, pour qu'on puisse rattraper ces problèmes académiques. Il faudrait procéder à une certaine organisation dans toutes les facultés. Et la meilleure façon d'organiser les facultés, c'est de procéder à l'établissement d'un calendrier académique susceptible de définir la période des cours, la période des travaux dirigés, la période des travaux pratiques, la période des examens, la période de délibération et la période de démarrage d'un second semestre. C'est la seule et unique façon à travers laquelle nous pouvons juguler les problèmes de retard académique. Mais lorsque nous allons donner les quitus aux enseignants chercheurs de venir faire le cours quand ils veulent, de venir évaluer les étudiants quand ils veulent, de corriger le copies quand ils veulent, je pense que nous allons continuer à nous engouffrer dans les retards et c'est les étudiants qui vont toujours en pâtir par rapport à cet état de fait. Et nous ne sommes pas prêts à pouvoir cautionner cette situation. Et nous avons dit que pour qu'on puisse reprendre les chemins, pour qu'on puisse reprendre la voie là qui est en train d'être barricadée, il faudrait qu'on procède directement à la gestion de ces problèmes. Au cas échéant, les étudiants sont prêts à aller au-delà de ce que nous avons fait, nous sommes prêts à agir au-delà de ça pour que nous puissions conquérir nos droits et pouvoir battre les pavés pour que l'étudiant et l'étudiant puissent retrouver le sourire aux lèvres. Soucieux de leur avenir, les étudiants n'ont pas suspendu leurs activités académiques malgré leur mécontentement à travers ce blocage du rond-point Kennedy. Voilà, ce blocage des principales voies qui mènent à l'université a bien évidemment créé un désagrément chez les usagers des différentes routes, donc, et ceux surtout les travailleurs qui sont au niveau de la rive droite. Constat dans ce reportage, toujours avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ismaël Moumouni. Le bras de fer qui oppose le gouvernement et les étudiants a poussé ces derniers à bloquer le tronçon allant du rond-point des Martyrs au rond-point rive droite, plonger ainsi les usagers dans la tourmente. Ce n'est pas bon, il faut que vraiment les étudiants aussi comprennent, changent de méthode, parce que moi maintenant je ne suis pas autoritaire. Hein? Bon, et ceux qui pensent qu'ils sont bloqués, ils ont bloqué, ceux qui ils provoquent l'État. L'État, ils ne sentent même pas ce que nous sentons. Moi, je vais chercher quoi manger, je suis bloqué. Est-ce que c'est bon? Ce n'est pas bon en tant que citoyen. J'ai aussi mes droits comme ils le ont. On ne peut même pas quantifier donc, le désagrément que ça va nous causer. Donc imaginez donc tu empruntes la voie jusqu'au milieu
Donc, juste arriver au niveau du pont, tu vois un barrage. Tu retournes de l'autre côté aussi, ça ne va pas. Donc, ne serait-ce que le carburant qu'on met, ce n'est pas gratuit. Hein? Oh oui. Donc, franchement, on n'est pas content de cette situation. Et nous demandons vraiment à l'État donc de trouver un consensus avec ces élèves-là, ou bien ces étudiants, si je me permets, donc de bien vouloir vraiment terminer cette situation. Ça a trop perduré. Ça ne peut pas continuer ainsi. À chaque fois, donc, les riverains de Harobanda sont victimes, malgré le deuxième pont. Le deuxième pont, là, il est là seulement. Hein. On l'emprunte que par nécessité. Le blocage de ce passage par les étudiants est fondé, estiment ces usagers. C'est la faute au gouvernement. Oui, c'est le gouvernement qui doit vraiment prendre ses responsabilités. Et il y a de cela longtemps que les étudiants ont fait des revendications et jusque-là, ils n'arrivent pas vraiment à avoir satisfaction. Je trouve que le fait de barricader la route est la meilleure solution plutôt que de sortir faire des marches. C'est une revendication juste et légitime que les étudiants font. En tant qu'étudiants et citoyens aussi, je pense qu'il est nécessaire de passer à ce genre d'actes-là pour que le gouvernement sache que trop c'est trop et que ça ne va pas à l'université. Et le fait de bloquer la route, ça constitue une solution aussi pour les étudiants, pour qu'ils puissent parvenir à leurs revendications. Les usagers de cette voie invitent les autorités et les étudiants à trouver un terrain d'entente afin de leur éviter à l'avenir ce genre de situation qui n'est guère appréciable. À Zender également, les étudiants de l'université de la région, les étudiants donc à l'université de Zender étaient en mouvement ce matin. Là-bas aussi, c'est pratiquement le même procédé qui a été adopté par la structure des étudiants, à savoir le blocage des voies. Là-bas, ils ont procédé au blocage de la principale voie qui sort de la ville de Zender pour aller au niveau de la société de raffinage de Zender, la Soraz. Les mêmes motifs sont donc à la base de ce mouvement des étudiants de l'université de Zender, à savoir la non-satisfaction des revendications des étudiants. Écoutons un des responsables de la structure des étudiants au niveau de l'université de Zender. On a commencé le paiement à Tawa, une grande surprise. Donc nous avons trouvé qu'ils ont suspendu le paiement parce qu'après Tawa, ils sont retournés à Niamey. Donc voilà pourquoi nous avons dit que comme c'est un calcul, nous allons agir, nous allons prendre des mesures comme telles. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous avons jugé important et utile quand même de barricader cette route qui mène à la Soraz. Donc aujourd'hui nous allons bloquer les passages et ce n'est qu'en réalité le degré zéro de notre lutte. Voilà, c'était donc un des responsables de la structure des étudiants de l'université de Zender qui était aussi en mouvement comme ceux de l'université de Niamey. En visite dans les pays membres du G5 Sahel, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, président en exercice de ces structures sous-régionales dans le Sahel, était aujourd'hui au Niger avec son homologue Issoufou Mahamadou. Ils ont bien évidemment parlé de la lutte contre le terrorisme, notamment l'opérationnalisation de la force du G5 Sahel. À l'issue de la rencontre, les deux chefs d'État ont animé un point de presse résumé pour nous par Nasser Sedou et Hassan Saleh Mustafa. La situation sécuritaire et la coopération entre le Mali et le Niger sont les principaux points développés par le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, et son homologue du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Relativement au premier point, les deux chefs d'État ont exprimé la nécessité pour les deux pays et au-delà, les autres pays membres du G5 Sahel de mutualiser les efforts pour combattre le terrorisme et les crimes organisés dans la région. C'est bonheur de concevoir un outil de mutualisation de nos moyens, constatant que chacun, puis individuellement, dans ce combat asymétrique contre le terrorisme, ce nouveau fléau qui nous est imposé, n'avions que des moyens dérisoires au fond, mais que de mutualiser nos éléments de puissance, nos éléments souverains, donnerait plus de force, de vitalité. Conscient du fait aussi, comme il l'a dit, si on devrait agir de manière isolée, chacun de nous pris séparément est vulnérable, nous avons décidé d'unir nos efforts, d'unir nos moyens, nos ressources matérielles, financières, pour faire face à ces menaces communes qui tendent à saper
le fondement même de nos États. Et il est heureux que nous ayons décidé au niveau des 5 pays du Sahel, le Tchad, le Burkina, le Mali, la Mauritanie et le Niger, de mettre en place le G5 Sahel et à l'intérieur du G5 Sahel de mettre en place une force conjointe. Ainsi, une force mixte du G5 Sahel est constituée. Elle sera opérationnelle en principe en fin septembre. Cette force a besoin énormément de ressources pour son fonctionnement. Les chefs d'État plaident pour la mobilisation des moyens en faveur de cette force mixte qui va combattre le terrorisme dans les pays du G5 Sahel. Nous le menons non seulement pour protéger nos peuples et nos pays, mais c'est le monde entier que ça concerne. Parce que si jamais, d'ailleurs le président Keïta le disait tout à l'heure, cette digue que nous sommes en train de construire cède, le terrorisme qui n'a pas de frontières ira en Europe, ira aux États-Unis. Donc ça concerne le monde entier. Et par conséquent, il est important que nos pays, pour la mise en place, pour rendre opérationnelle cette force conjointe, il est important que nos pays bénéficient de la solidarité internationale. Il ne faut pas que les gens nous observent, croisent les bras. Il faut que tout le monde se mobilise, toute la communauté internationale se mobilise pour venir en aide au G5 afin que cette force conjointe soit opérationnelle et les moyens d'accomplir sa mission. Le président malien est en tournée dans les pays du G5 Sahel. Ainsi, après la Mauritanie, le Tchad, le Niger, Ibrahim Boubacar Keïta se rendra au Burkina Faso pour toujours la même mission et les mêmes préoccupations. Une rencontre de haut niveau sur les conflits et le développement dans la région du Sahel, justement, se tient depuis ce matin à Niamey au Niger. C'est une rencontre conjointe organisée par la Commission économique pour l'Afrique et l'État du Niger. Elle va durer 2 jours. Le résumé de la cérémonie d'ouverture avec nos reporters Sadou Doumi et Adamou Soumana. Apprécier pleinement les résultats de l'étude sur le Sahel intitulée Les conflits dans la région du Sahel et leur incidence sur son développement, c'est l'exercice auquel sont invités universitaires, experts et partenaires au développement ainsi que les représentants des pays du G5 Sahel, du Nigeria et du Cameroun par la présente rencontre. Ainsi, ces participants sont appelés à se pencher sur les objectifs spécifiques assignés à ces conclaves de Niamey, a indiqué la représentante de la Commission économique pour l'Afrique en prenant la parole. Effectuer les analyses poussées sur les causes profondes des conflits, leurs conséquences sur le développement et leurs coûts humains et économiques. Faciliter les échanges de vues et les partages d'expériences nationales, les réussites, les défis relevés et les leçons à tirer en matière d'élaboration et de mise en œuvre de politiques sur l'impact et le coût des conflits sur le développement au sein et en dehors de l'Afrique. Engager des débats et des discussions entre les experts dans les domaines du conflit et du développement, de la paix et de la sécurité. Discussions et débats entre les experts, les secrétaires permanents qui sont présents, les représentants des communautés qui sont concernés par ces conflits et les représentants des pays des G5 du Sahel. Servir de socle pour la construction d'un réseau panafricain au niveau technique le plus élevé dans les domaines de conflit et du développement. Quant au coordonnateur de la cellule d'appui à la plateforme interministérielle de coordination des stratégies du Sahel, Madou Fachou, il s'est longuement appesanti sur le rôle joué par sa structure dans la sécurisation du Sahel. Procédant à l'ouverture officielle de ce dialogue politique de haut niveau, le Premier ministre a tout d'abord entretenu l'assistance sur les nombreuses actions menées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme avant d'évoquer les perspectives. Pour répondre efficacement aux défis sécuritaires, les États du Sahel ont développé diverses initiatives qui se traduisent par la mise en place de forces mixtes multinationales, comme c'est le cas au niveau du G5 Sahel, dans le bassin du lac Tchad, ou encore dans le cadre de l'autorité du Liptako Gourma. Ces initiatives ne sont pas que militaires. Elles prennent aussi en compte la nécessité de renforcer les conditions d'un développement socio-économique pérenne. En termes de perspective, la mise en œuvre de la SDS Sahel
s'inscrira dans le sous-programme du PDS 2017-2021 intitulé Programme des initiatives de développement pour la paix et la sécurité. Ce sous-programme en cours de finalisation intègre aussi bien les efforts nationaux que les initiatives d'intégration régionale en lien avec la sécurité et le développement, notamment dans le cadre du plan d'investissement prioritaire du G5 Sahel, ainsi que les plans d'action de la Commission du bassin du lac Tchad et de l'autorité de la région intégrée du Liptako-Gourma. Ce dialogue qui durera 2 jours constitue l'une des 6 lignes de service de développement de la capacité à travers lesquelles la Commission économique pour l'Afrique cherche à contribuer au débat et au progrès informé dans le cadre de l'intégration régionale et la transformation structurelle, tout en articulant des options politiques bien ciblées basées sur des recherches et des preuves novatrices. Les joueurs de l'équipe nationale cadette de football, le MENA, vont quitter cette nuit Niamey pour le Maroc où ils vont séjourner une dizaine de jours pour un stage d'acclimatation et cela en route pour l'Inde où va se tenir la Coupe du Monde de la catégorie à laquelle le Niger est qualifié. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du sélectionneur national de l'équipe cadette donc du MENA, l'entraîneur Soumela Tiemogo, cet après-midi au cours d'un point de presse qu'ils ont animé juste avant leur départ. Nous avons vu certaines équipes qualifiées, dont la Guinée, le Mali, qui avaient déjà l'intention de renforcer. Et je viens de voir par les médias que le Mali a renforcé avec 4 nouveaux joueurs. Chez nous, nous sommes très limités par le choix, d'abord, parce qu'il fallait trouver les joueurs à l'extérieur pour aller les voir ou les faire venir. Tout ça rentre dans le cadre des moyens. Donc les moyens ont manqué pour que le staff technique se déplace pour voir les joueurs nigériens qui sont à l'extérieur. Donc nous sommes cantonnés au Niger. C'est pratiquement la même liste qu'au Gabon, à 2 exceptions près. Parce que c'est un autre joueur d'Arlit, un joueur de maladie que nous avons déniché, qui, bon, en fait, ils n'ont pas déniché, c'est qu'ils étaient déjà sur la liste, mais pour des problèmes de formalité, ils n'ont pas pu aller au Gabon. Mais là, je crois que nous avons, ce problème de formalité a été réglé et ils intègrent le groupe. Sinon, c'est pratiquement la même liste, c'est pratiquement les mêmes 23 joueurs qui étaient au Gabon. On entend par-ci, par-là qu'on a amené des joueurs du Ghana, de la diaspora. Il n'y a aucun joueur, rassurez-vous, il n'y a aucun joueur venu du Ghana ou venu d'ailleurs qui est venu prendre la place de quiconque. Et même s'il en est ainsi, la porte de l'équipe nationale est grandement ouverte. Nous cherchons le talent et nous allons le chercher où il se trouve. Mais là, nous n'avons pas eu, encore une fois, par faute de moyens, nous ne nous sommes pas déplacés. Nous sommes contentés de ce que nous avons, en tout cas, sous la main. Concernant les informations sur les équipes, là encore, vraiment, je tiens à remercier le fiston Malik, qui est là, qui nous donne des informations qu'il a sur nos adversaires, le Brésil, la Corée du Nord. Jusqu'à présent, nous cherchons encore à voir, ne serait-ce que la morphologie des Espagnols, mais nous n'avons aucune vidéo de cette équipe-là. Donc, pour vous dire que vraiment, quelque part, ça ne suit pas. Donc, vraiment, là, nous n'avons pratiquement pas de très bonnes, parce qu'il faut des informations récentes. Sinon, on voit de visu monter la morphologie, ne serait-ce que la morphologie, la tactique de jeu et tout, les hommes clés, les balles arrêtées, tout ça là, c'est pas dans une seule vidéo que ça se lit. Donc tout ça, ce sont des manquements en tout cas pour notre préparation. Voilà, il y avait toujours à cette conférence de presse le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibrilahi Mahamidou Dipele. Lui est revenu sur les objectifs que se fixe le Niger pour cette compétition. On l'écoute. On ne peut pas changer d'objectif, on n'a pas changé d'objectif. Mais les réalités sont là. L'objectif, la question sera difficile à atteindre. Vu les conditions qu'il a expliquées, de préparation qu'il a expliquées, ça sera difficile. Comme il vous l'a dit, avant la Coupe d'Afrique, nous nous sommes fait violence pour pouvoir avoir la préparation et les matchs amicaux internationaux qu'il a cités tantôt contre le Ghana, le Cameroun qu'on a déplacé ici,
Tout ça avait été à la charge de la fédération. Aujourd'hui, ça nous a coûté, la préparation de la Coupe d'Afrique nous a coûté 74 millions qui nous sont dus jusque-là. On n'a pas été remboursé par la tutelle. Aujourd'hui, la mise au vert entre le retour de la Coupe d'Afrique et maintenant ce jour où je vous parle, la mise au vert et leur préparation nous a coûté 33 600 et quelques mille. C'est pareil. C'est sur les fonds qui sont destinés au championnat national et autres que nous avons en tout cas ponctionné ces trucs pour subvenir à ces besoins de l'équipe nationale cadette, puisqu'il s'agit quand même de la représentation du Niger et comme on l'a dit tous, d'une première participation à une compétition mondiale. Non, il fallait quand même qu'on se fasse violence pour arriver à ça. Mais la réalité est là, comme il dit, on ne signe pas d'objectif. On rêve de pouvoir faire quelque chose. Mais il faut être réaliste, il faut avoir les pieds sur terre. Les deux adversaires qu'il a cités tantôt sont les meilleurs pourvoyeurs de talent du monde. Tout le monde sait, le Brésil, l'Espagne, tout le monde sait ce qu'ils valent comme niveau football. C'était une occasion pour nous, en tout cas, c'est une occasion pour nous de faire connaître notre pays aussi. Parce que jouer face aux meilleurs du monde, c'est l'occasion de faire parler de soi. Et il aurait fallu quand même une préparation conséquente par rapport à ça. Qu'ils aient des matchs internationaux, il vous l'a dit, c'est eux les techniciens. Aujourd'hui, on a pu négocier avec la Fédération royale marocaine pour une mise au vert de 21 jours sur lesquels déjà on a raté une semaine. On aura plus que 15 jours à peine. Est-ce que ça vaudra ce qui était prévu, puisque nous étions censés être à Abu Dhabi. Abu Dhabi où il y avait le Mali, la Nouvelle-Zélande, la Colombie et le Japon qui nous offraient tous, qui nous demandaient tous des matchs amicaux internationaux. Aujourd'hui où je vous parle, ils savent, la Nouvelle-Zélande nous a contactés encore pour un match amical, même en Inde. Mais nous ne pouvons pas, parce que nous ne pouvons pas aller plus tôt que la date que la FIFA a prévue, sans prise en charge, on n'a pas de prise en charge. Donc c'est les réalités qui sont là. Ça veut dire qu'il faut que les Nigériens comprennent que, en tout cas, vu les conditions de préparation, il ne faut pas qu'on rêve. Ça sera très difficile. Mais on va se battre. On n'a pas dit que ça veut dire qu'on va aller faire de la figuration ou un truc. Je fais confiance au coach, je fais confiance aux gamins. On va se battre, en tout cas, pour faire honneur au Niger. Mais on aurait mis toutes les chances de notre côté en faisant une meilleure préparation. Comme tous ceux des autres pays africains qui vont aller là-bas, eux ont des meilleures préparations. Comme je dis, pour preuve aujourd'hui le Mali à Abu Dhabi actuellement. L'objectif pour nous, c'est le même, c'est essayer de faire parler du Niger face à ces grands-là. Parce que si on fait une belle prestation face au Brésil ou l'Espagne, c'est sûr qu'on regardera le Niger d'un autre œil. Voilà quelques nouvelles hors de chez nous pour refermer cette édition. D'abord au Togo, la pression de l'opposition s'accentue sur le président Faure Adema. L'exigence est maintenant le retour à la constitution de 1992 qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels, mais aussi la mise en place d'une transition politique. Hier, mardi, l'opposition exigeait que le projet de loi de réforme constitutionnelle soit inscrit à l'ordre du jour. Un projet de loi présenté par le gouvernement. Ce mercredi matin, elle change son fusil d'épaule. La rue ne veut pas négocier, elle exige un retour à la Constitution de 92. L'opposition parlementaire a décidé de se ranger derrière ses partisans. La volonté populaire est invincible. Nous voulons que cette Constitution soit restaurée et qu'on en tire toutes les conclusions, que le pouvoir en tire toutes les conclusions et qu'il écoute son mandat et qu'on mette en place une transition. Les députés qui sont les émanations du peuple ne peuvent pas faire autre chose. Si la population demande la constitution de 92, nous retirons notre loi et nous nous conformons au désir du peuple. Mais coup de théâtre ce mercredi en fin d'après-midi. La même opposition affirme être prête à revenir à la table des négociations dès jeudi. Une position confuse et illisible. La semaine passée, des dizaines de milliers de manifestants ont battu le pavé 2 jours de suite et ils restent mobilisés. Ils veulent la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, comme le prévoyait la Constitution de 92. Ils exigent aussi un scrutin à 2 tours et plus globalement un changement de règne. Faure Gnassingbé est en place depuis 2005. Il a succédé à son père, resté aux affaires, lui, pendant 38 ans. 2 nouveaux rassemblements de l'opposition sont prévus les 20 et 21 septembre.
Après le passage de l'ouragan Irma qui a ravagé des parties des îles des Antilles françaises, le président Emmanuel Macron était chevet des sinistrés, mais il est cependant difficile pour lui de convaincre ces derniers sur la promptitude de l'État à réagir face à la situation. Écoutons par exemple cet échange qu'il y a eu entre lui et une des habitantes de cette île. Moi j'ai l'impression, sincèrement monsieur, et je ne vais pas dire monsieur le président parce que je ne peux pas. Après ça, et c'est pas parce qu'on a un dialogue aujourd'hui. Monsieur Macron, pour moi de l'extérieur, et je ne suis peut-être pas la seule, pour moi vous êtes sur une tour d'ivoire et vous descendez de temps en temps. Mais j'avais besoin de vous le dire entre quatre yeux, sincèrement. Je suis là pour ça aussi. Parce que je ne mens pas. Mais moi non plus, donc je suis là aussi. Et c'est pour ça que je veux que vous reveniez dans un an et que vous revoyez. Je voudrais même revenir avant un an. Ça fait dans 6 mois. Dans 6 mois. Ouais, dans 6 mois. Je pense que je reviens avant. 6 mois. Et je serai là. Je serai là. Mais croyez-moi, monsieur Macron, dans 6 mois, si c'est construit, je vais vous appeler monsieur le président. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est pour moi monsieur Macron, Emmanuel. Je le ferai. Vous avez tout intérêt parce que je suis une chieuse aussi. Pas pour que... Est-ce que je peux me permettre de vous dire que ça se voit un peu. Mais je ne vous demande pas de changer pour autant. Mais je ne changerai pas à 43 ans, croyez. Voilà, la situation de la minorité musulmane des Rohingyas en Birmanie évoquée par le secrétaire général des Nations Unies cet après-midi. M. Antonio Guterres a demandé à la Birmanie d'arrêter le massacre. Je propose de suivre ce reportage de nos confrères de TV5 sur ce qu'est les peuples Rohingyas. C'est la plus importante population apatride au monde. La minorité des Rohingyas est aussi devenue au fil des années une des plus persécutées selon les Nations Unies. En Birmanie, pays à majorité bouddhiste, les musulmans vivent pour la plupart dans l'état de Rakhine, depuis des générations pour certains. Originaires du sud-est du Bangladesh, ils font remonter leur présence en Birmanie au XVe siècle, mais les autorités les ont toujours considérés comme des immigrants illégaux. Si la communauté internationale s'inquiète aujourd'hui pour leur sort, le conflit qui les oppose au gouvernement, lui, ne date pas d'hier. Dès les années 70, la junte militaire au pouvoir mène plusieurs opérations pour les pousser vers le Bangladesh voisin. Les Rohingyas ne sont pas les bienvenus en Birmanie. Les autorités leur font comprendre en 1982 en adoptant une loi qui les prive de la nationalité. S'ensuit une campagne de répression qui durera plus de 3 décennies et qui poussera des dizaines de milliers de Rohingyas à fuir les persécutions vers le Bangladesh, la Malaisie ou encore l'Indonésie. L'année 2012 marque le départ d'une campagne de nettoyage ethnique selon les organisations humanitaires. Plus récemment, l'attaque de postes frontières par des insurgés Rohingyas le 25 août dernier est rapidement suivie de représailles par l'armée birmane. Les forces de sécurité ciblent des villageois normaux dans leurs maisons. Il est extrêmement important que la communauté internationale fasse pression sur le gouvernement pour qu'il arrête sa campagne de répression contre cette communauté très persécutée. Les Rohingyas ne peuvent pas travailler, se marier ou juste étudier. Leur patrimoine culturel a été détruit selon les ONG. Des centaines de milliers d'entre eux vivent aujourd'hui dans des camps ou reclus dans des villages contrôlés par des policiers. Voilà, vous l'aurez sans doute rectifié, il s'agissait bien d'un reportage de France 24 et non TV5 comme nous l'annoncions. Et puis c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous présenter cette édition. Très bonne suite des programmes sur la télévision La Bari.